à tous, je me répète. Y a-t-il des artistes, des personnes qui créent, qui posent leurs sentiments et leur âme sur un support externe, qui jouent de la musique, qui composent, qui dessinent, qui peignent? Est-ce qu'il y en a? Il n'y a plus de son. Allô? Oui, il y en a. Ouais, et du son. Donc la première question que je poserai, c'est ça, parce que c'est eux les premiers intéressés, les premiers concernés, parce que la propriété d'une œuvre d'art, elle ne se fait pas au départ, il faut qu'elle soit terminée avant de devenir une œuvre d'art. Et puis après, ben, il faut lui fixer son prix et rentrer dans la légalité, c'est-à-dire transformer un sentiment en une pièce de droit financière, c'est quand même assez simple, mais c'est un vrai casse-tête pour les artistes. Alors, une œuvre d'art n'a pas de réelle utilité pratique. C'est un objet, c'est une concentration d'émotions immatérielles. C'est vous qui matérialisez vos sentiments en les couchant sur un support. Donc, fixer le prix, c'est assez difficile. Il n'y a pas de loi, mais il faut prendre en compte certaines réalités, telles que le coût du matériel, la technique employée. Si c'est de la peinture à l'huile, qui est la plus cotée par rapport à l'aquarelle, le fusain et le crayon, alors là, c'est même pas la peine, il n'y a pas du tout de cotation, comme le marbre contre la céramique. La hiérarchie, elle est basée sur la complexité de la maîtrise des matériaux. Après, il faut considérer le marché dans lequel vous évoluez. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite à trifouiller les oies n'aura pas la même possibilité d'exposer son œuvre terminée par rapport à quelqu'un qui habite dans une grande métropole, très cotée, notamment Paris, New York, etc. Il faut aussi déterminer la catégorie. À New York, un street art, c'est-à-dire de la peinture de rue, les taggers, ils ont une cotation, ils sont reconnus dans leur art. Il y a certaines presses qui sont vendues des fortunes, tandis qu'ici, c'est une amende et puis un passage au tribunal. Ici, c'est interdit, le street art. Après, il y a la qualité visuelle, c'est-à-dire la personne, quelle que soit son ancienneté, elle maîtrise plus ou moins sa technique. Et puis, ben, il faut qu'à l'œil, on ressente bien ce qu'elle a voulu faire passer dans ses couleurs. Et il ne faut pas hésiter à dire qu'on est novice pour éviter de se faire griller. Après, il y a le parcours de l'artiste, hein, son ancienneté, s'il est diplômé, s'il sort d'une grande école, il aura plus de facilité à créer un réseau pour faire connaître son œuvre que quelqu'un qui sort, qui monte à Paris avec sa passion du dessin. Le format, si c'est une figure, un paysage ou une marine. Alors ça, c'est assez bizarre. En Belgique, en Allemagne, en Angleterre, le principe utilisé est celui longueur-largeur, et ce sont des chiffres ronds. Évidemment, la France, ça se distingue parce qu'elle prend des règles mathématiques qui sont propres à sa composition dans la peinture traditionnelle occidentale, c'est-à-dire que pour un format paysage, le rapport est de 1,5. Le rapport marine, il est construit sur le nombre d'or, c'est-à-dire 1,61 cm. Et le format figure est un double rectangle d'or. Voilà, ça c'est la France qui impose ces règles-là. J'ai un tableau qui permet d'expliquer tout ça, si ça vous intéresse. Alors, donc, le temps de travail, on peut pas le facturer parce que on ne facture pas un sentiment. Enfin, on ne facture pas une émotion. La complexité du sujet, ça, il faut le prendre en considération aussi. Quand on a tout ça, après, on peut estimer le prix de son œuvre. On compte en pouces. Un pouce est égal à 2,54 cm. En France, le prix d'un débutant est situé entre 4 € et 4,50 € du pouce. La technique qui est choisie, là, on va choisir une huile. Et donc, on fixe la dimension de la toile. On va prendre un format P12, c'est-à-dire une toile de 61 par 50 cm. Et on calcule. Donc, on va dire, bon, c'est 12 pouces, on multiplie par 4,50 €. La toile fait 54 €. On va ajouter 15,50 €
par pouce pour tout ce qui est à prendre en compte, le matériel et tout ça. Et donc, on pourra vendre la toile 240 €. Voilà. Voilà comment on fixe le prix. Alors, comme votre œuvre est tout à fait terminée, n'oubliez pas de faire un certificat d'authenticité au nom de l'acheteur qui va vous permettre de dire que c'est votre œuvre, qu'elle est bien à vous. Donc, automatiquement, ça implique une date et une signature. Parce que sinon, l'acheteur, il achète votre toile, il la signe, et après, votre œuvre, elle n'existe plus. Mais on verra par la suite qu'on peut revendiquer une toile qui a été dérobée. On verra ça par la suite. Donc voilà, voilà comment ça se passe pour terminer une œuvre. C'est quand l'œuvre est terminée, totalement terminée, que là, elle vous appartient et qu'on peut la mettre dans le domaine public et la proposer à la vente. Est-ce que ça intervient après la signature de l'artiste? Oui, il faut que, pour pouvoir vendre une toile, il faut qu'elle soit signée. Un grand monsieur, Picasso, ne signait pas ses toiles parce qu'il ne voulait pas les assurer, et il les signait que quand il les vendait. Daté aussi, non? Oui, la datation, c'est pour reconnaître la paternité quand vous vendez à l'étranger et que vous n'êtes pas coté sur le premier marché. Parce qu'il y a un marché de l'art, il y a le premier, c'est tous les connus, c'est tous les commissaires-priseurs, etc. Et le second marché, ce sont les peintres, traditionnalistes qui n'ont pas une cote énorme, mais qui rentrent dans un catalogue de reconnaissance. Votre œuvre doit être... Oui. Excusez-moi. Il y a une cotation aussi pour les œuvres à l'acrylique maintenant. Oui, tout à fait. L'aquarelle aussi, il n'y a que le fusain et le crayon graphite qui ne marchent plus. Là, c'est même pas la peine, ça fonctionne pas. Ça se vend pas. Par contre, vous avez plein de sites internet qui acceptent de vous ouvrir une galerie. Certains sont gratuits, mais par contre, attention aux commissions, c'est comme un galériste. Hein, ils prennent entre 5 et 40% de commission sur une toile vendue. Hein. Mm. Là, on suppose que vous êtes débutant, donc on a notre œuvre qui est terminée. Et maintenant, il va falloir, on veut la vendre. Donc, quel statut social? Donc, sécurité sociale, retraite, fiscale et juridique. Qu'est-ce qu'on a pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans la légalité? Parce que quand on est peintre amateur, on ne peut pas vendre puisqu'on est imposé dès le premier euro. Donc, on ne peut pas facturer. Alors, l'auto-entrepreneur, on ne peut pas. Donc, il reste le statut d'indépendant. Je parle pour les artistes qui font des objets. Je ne parle pas des spectacles vivants. Je ne parle pas des intermittents du spectacle, qui, eux, sont salariés par nature. Hein? Donc, eux, c'est encore une branche à part. Je parle au niveau des dessinateurs, pas des compositeurs. Ou de la sculpture aussi, oui. Oui, les sculpteurs, ils rentrent dans cette catégorie des artistes. Parce que c'est leur pensée, c'est leurs mains, c'est à travers leurs mains qu'ils font passer leur émotion. Tandis qu'un comédien ou un acteur, lui, il répète un texte. Il répète la pensée d'un autre. C'est l'interprète. Oui, on peut dire ça, oui. Donc, eux ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Mais eux non plus ne peuvent pas être entrepreneurs, ils sont obligatoirement salariés par nature, ils sont en CDD. Donc, l'artiste peintre, il a vraiment un rôle à part, il a vraiment un statut à part. Il a plein d'interdictions. Alors, c'est pour ça qu'ils ont des agents qui font toutes les démarches à leur place. Par contre, si vous avez une autre activité principale, vous êtes salarié quelque part ou gérant d'entreprise autre part, vous pouvez en qualité prendre un statut de travailleur non salarié et en activité secondaire, vous pouvez, selon votre centre de formalité des entreprises, obtenir un droit d'exercer en micro-entreprise. Alors, c'est pour ça que beaucoup d'artistes choisissent le statut d'artiste libre
parce qu'il y a quelques avantages quand même. Alors, il faut que vous sachiez qu'on est en France et qu'en France, dès que vous avez un numéro de SIRET, vous avez les charges sociales qui tombent. Alors, qu'est-ce qu'un statut d'artiste libre? C'est déjà le foutoir parce que c'est pas précis du tout. L'expression artiste libre est très utilisée en France, mais elle ne renvoie à rien de clair sur le plan juridique. C'est-à-dire qu'il y a un flou juridique et c'est très très difficile à avoir une structure bien propre. Donc, le statut libre se traduit par la volonté de certains artistes de déclarer leur activité sans pour autant adhérer à une caisse de cotisation sociale, ce qui en théorie est interdit en France, pays qui applique le principe de l'universalité de la protection sociale. Tout le monde cotise, tout le monde est couvert, même les indépendants. Dans certains cas, le statut d'artiste libre est confondu avec celui d'artiste-auteur. Voilà. Donc là, il faut bien faire attention parce qu'en cas de contrôle, eh ben, vous êtes allié. Donc, il faut être bien précis quand vous vous inscrivez en tant qu'artiste artiste libre pour ne pas être classé dans les auteurs parce que vous n'êtes pas des auteurs. Hein, vous êtes des créateurs, ce qui n'a rien à voir. Et c'est franchement pas évident de générer un revenu sur une activité artistique. Enfin, donc, c'est pas évident de s'intégrer finalement dans la société et dans le système, quoi. Tout à fait. Au niveau salarial, ça, ben, ça colle pas. Et d'ailleurs, ça tue un peu, je trouve, la spontanéité, quoi, l'artiste. Enfin, moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui font des peintures, ce genre de choses. Ben, enfin, j'étais pas au courant qu'ils soient déclarés ou quoi que ce soit. Ils exposent leur truc. Ça leur a coûté effectivement un peu d'argent, quoi, la toile, la peinture, etc. Et voilà, ils exposent et puis personne n'est obligé d'acheter, quoi. Mais je me doutais pas qu'il pouvait y avoir cette armada juridique derrière, quoi. Ah là là, oui, si tu savais. On t'écoute attentivement, Agnès. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire quelque chose de court avec des mots percutants, c'est pour vous faire réagir aussi. Donc il y a différents statuts d'artistes. Hein. Donc la définition du métier d'artiste, il y a 3 catégories professionnelles. Les artistes auteurs ou créateurs qui produisent des œuvres originales et uniques, les créateurs d'objets matériels ou d'éléments immatériels tels que tableaux, photos, sculptures, œuvres d'art plastique, graphiques, mais aussi les œuvres musicales, audio, vidéo ou encore cinématographiques. Ça, c'est la première catégorie. Après, on a les professionnels des métiers d'art qui ne sont pas du tout des artistes, mais des artisans. Et eux s'inscrivent à la Chambre des métiers. Après, il y a les interprètes ou artistes de spectacle vivant, les chanteurs, comédiens, acteurs, musiciens, etc., qui, eux, exercent, comme je l'ai déjà dit, définitivement et obligatoirement en CDD. Et ils ont un régime de chômage très spécifique que les 2 catégories autres n'ont pas. Donc là, quelque part, il y a une discrimination. Donc, quand vous êtes dans la bonne catégorie, donc les artistes auteurs ou créateurs, donc les écrivains, compositeurs, etc. Donc ceux-ci s'inscrivent directement auprès de l'URSSAF et c'est l'AGESA, leur centre de sécurité sociale, comme les artisans ont le RSI ou la MSA pour les paysans. Après, les artistes créateurs sont les peintres, dessinateurs, graveurs, lithographes, etc. qui, eux, sont à l'URSSAF aussi, mais ils dépendent de la maison des artistes. Vous voyez, il y a 2 caisses différentes. Mais quand vous vous trompez de caisse, vous n'êtes pas remboursé, vous avez l'amende et vous êtes obligé d'avoir le rappel des cotisations. Donc il faut être très très prudent quand vous vous inscrivez. Il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner. Ça me fait penser un peu au statut des intermittents du spectacle. Tu sais, c'est un peu à part, c'est avec des règles, des droits au chômage et tout ça. Mais c'est pas évident, voilà, dans le domaine artistique, voilà, c'est, je sais pas, c'est vraiment monter dans les sphères pour être reconnu en tant que tel et voilà, et protéger son œuvre, quoi. Donc, si vous voulez, ça, je pourrais vous le mettre dans le support qu'a fait Philippe.
en dessous la question, c'est quoi un artiste auteur ou créateur, c'est quoi un interprète, etc. Comme ça, ben, vous aurez les définitions et le nom des caisses auxquelles vous affiliez, si ça vous intéresse. Hein. Parce que même si ça ne vous intéresse pas, je vous le mettrai, comme ça vous le saurez. Donc, après, ben, quand on a bien défini de quelle caisse on dépendait, donc là, on s'enregistre. Dès le premier euro, on est obligé de s'enregistrer. Hein. Donc là, vous prenez votre numéro à l'URSSAF. L'URSSAF, selon votre catégorie, elle vous dispatche à la Maison des artistes ou à la GESA. Et donc, c'est eux qui prennent en charge les cotisations, mais qui ne vous payent pas. C'est la CPAM qui va vous payer, la Caisse d'assurance maladie qui vous paiera. À savoir qu'il vous faut un certain volume de cotisations pour pouvoir bénéficier aux indemnités journalières, aux soins de médicaments et avec une certaine somme, c'est-à-dire que je crois que c'est 9 000 € par an de chiffre d'affaires facturé pour que vous puissiez ouvrir droit à autre chose qu'un simple remboursement de maladie. C'est-à-dire que si vous avez avec du travail, pas de prise en charge. Si vous êtes malade, pas de prise en charge. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une prise en charge que maintenant, depuis 3 ans, maintenant ou 4 ans, au congé maternité. Parce que le législateur a estimé que les artistes n'avaient pas d'accident du travail. Ceux qui peignent au couteau, il est pas rare qu'ils se blessent les mains, hein, qui est leur outil de travail d'ailleurs. Voilà, donc l'affiliation à ces organismes est en théorie obligatoire, mais beaucoup d'artistes préfèrent le statut d'artiste libre parce que ben, comme ça, ils jonglent avec leurs finances pour éviter ben, d'être abrutis par les cotisations parce que vous payez 2 ans d'avance. Hein. Vous avez le rappel 2 ans après, donc c'est exactement la même chose. Alors, obtenir le statut d'artiste libre, hein, c'est celui que je conseillerais quand même, si vous ne faites pas... un gros chiffre de vente annuelle, si vous faites moins de 9 000 € par an, vous prenez le statut d'artiste libre et vous avez juste un numéro d'URSSAF à prendre. Là, on va mettre un SIRET. Donc, c'est le code AP 9003B pour la classification et c'est le formulaire POCMB qui sera rempli. Donc, ça, ces informations-là, si ça vous intéresse, je vous les mettrai. Hein. Donc voilà pour les statuts qui sont dévolus aux artistes. Alors après, donc le statut de l'artiste libre, il peut décider de ne pas s'inscrire au régime de la Maison des artistes ou de la GESA. Il s'agit donc d'un statut à la limite de la légalité, puisqu'en théorie, l'inscription à la GESA et à la Maison des artistes est obligatoire. L'artiste ne cotisera donc pas à une caisse d'assurance sociale, il ne bénéficiera d'aucune couverture, il déclarera ses revenus sur sa feuille d'impôt dans la catégorie bénéfices non commerciaux ou BNC. Ce régime est toléré pour les petits revenus, mais attention d'être en adéquation avec le train de vie. C'est-à-dire que si vous déclarez moins de 9 000 € par an à titre de complément de revenus et que vous roulez avec une Audi flambant neuve qui sort du garage, là, ça ne va pas marcher. Hein. Parce qu'ils surveillent le train de vie des gens maintenant. Hein. Ils ont les yeux braqués sur tout. Voilà. Donc, définitivement, la réponse est non à l'artiste auto-entrepreneur. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont décidé, le législateur a décidé que c'était comme ça. Alors après, on va... Donc, est-ce que vous avez des questions? Non, juste une petite remarque, c'est à l'époque, quand j'essayais d'obtenir des droits au chômage, eh ben, il y avait une clause, tu sais, bon, ceux qui t'ouvrent les droits au chômage, eh ben, je crois que les artistes peintres étaient plus ou moins reconnus, ils avaient droit à une petite allocation, un peu comme les gens, et une clause pour les gens qui sortent de prison, eh ben, tu as le droit à au chômage pendant un temps. Oui, alors c'est dans le cas où ils ont été reconnus et ils ont vendu une œuvre et ils rajoutent leur cotisation. Donc voilà, au niveau social, il y a peut-être l'intérêt, tu vois, se faire quelque part reconnaître, au moins pour avoir ce petit droit, parce qu'il faut quand même de subsistance, quoi, de pouvoir quand même manger. Et est-ce que Van Gogh a pu se faire rembourser les psychotropes qui l'auront aidé à créer ses œuvres? Ben non, il n'y avait pas à l'époque. Il n'y avait pas à l'époque. Hein.
Oui, c'était une petite blague, voilà. C'est jeune, hein, la caisse des artistes, c'est très très jeune. C'est pas si vieux. Tu as, t'as des artistes qui n'ont jamais cotisé de leur vie. Aujourd'hui, ils sont dans la misère parce que ils sont dans ce qu'on appelle le fonds de secours des artistes. C'est un foyer qui accueille les vieux artistes qui n'ont pas de revenus parce que pas de retraite, ils ont le minimum vieillesse, c'est tout. C'est-à-dire 890 euros par mois de retraite de base, qui est la retraite, le minimum social des personnes âgées. Ils sont totalement dans le minimum le plus total. Ils n'ont pas de meubles, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien. Ils ont juste, ils ont vécu de leur art. Ils n'ont pas été reconnus du temps qu'ils étaient vivants. Et donc, ils n'ont pas été assez productifs dans la conscience des gens. Et donc, leur œuvre n'est pas encore reconnue. Et tant qu'elle n'est pas reconnue, ils n'ouvrent aucun droit. Ou très peu. Comme tu disais, très très peu. Ça, c'est un truc, c'est leur malédiction que j'ai presque envie de dire, parce que beaucoup d'artistes, voilà, ont fait ont partagé leur œuvre, voilà, ce qu'ils avaient à faire passer, quoi, et puis ils n'ont pas été reconnus de leur vivant, malheureusement. Et après leur mort, c'est là qu'ils ont commencé à être connus, que leurs œuvres ont commencé à prendre de la valeur, et ouais. Puis après, ça ne leur a pas profité directement. Bon, c'est non. bien qu'il y ait un cadre finalement légal, juridique qui existe. Tu vois, là j'apprends des choses. Je savais qu'il y avait des clauses qui existaient, que on n'était pas, que ces gens n'étaient pas, voilà, forcément considérés comme des marginaux et exclus de la société. Parce que ce sont des exclus, parce que on est dans une culture où l'artiste est un feignant. On est dans la culture du travail depuis des siècles. Et quelqu'un qui vit de sa pensée, comme Baudelaire, qui était un écrivain, qui était un poète, ou comme Hugo, qui était lui, il avait une notoriété, il avait des biens, donc il a réussi à se faire connaître. Mais quand tu vois Balzac, comment il a morflé, et pourtant, ils avaient une notoriété quasi évidente. Et donc, ces gens-là n'ont pas été reconnus de leur vivant. Et donc, ils étaient criblés de dettes. C'était une véritable. Et la famille payait les dettes après leur décès parce qu'il y en avait trop. Et donc, ces gens passaient pour des marginaux, pour des feignants, et parce que il était intolérable que les gens ne travaillent pas, puisque la révolution était passée par là, enfin avant Hugo, après Hugo, la révolution était passée par là, et puis donc tout le monde devait travailler pour le bien commun de la République naissante, et donc toutes les personnes, les crotteux, les miséreux qui crevaient de faim, les poètes, les étudiants, etc. Cela il a fallu ce petit encart à Montmartre ou à Saint-Germain par la suite. Il a fallu le rendez-vous des peintres à Montmartre, qui était le quartier le plus pauvre de Paris, où les artistes arrivaient à se loger et ils vendaient des croûtes qui aujourd'hui valent des fortunes. Ils vendaient des croûtes pour pouvoir se payer à bouffer parce qu'ils étaient traités comme des feignants, quoi. C'était comme ça, c'était la mentalité, et ça n'a guère changé aujourd'hui. Hein. Quand un artiste il arrive à sortir de son silence, il arrive à être, parce que des gens ont reconnu son talent, il est projeté, mais surtout il est interdit que l'on parle de sa vie passée parce que pour ne pas effrayer les spéculateurs, les acheteurs, pardon. Parce que l'art est une spéculation, puisque quand tu achètes une toile, tu as une exonération fiscale qui est phénoménale. L'art est un investissement. Donc, plus l'artiste il est coté, plus il est connu, donc plus il est en règle, parce qu'il a un comptable, parce qu'il a un avocat, parce que ci, parce que ça. Et donc, il devient un nanti. Et donc, à chaque fois qu'on lui achète une œuvre d'art, une œuvre intellectuelle, bien sûr, à chaque fois qu'on achète un peu de son sentiment, un peu de sa passion, un peu de son émotion, eh ben, ta feuille d'impôt, elle s'en trouve enrichie. Je vais me faire des copains là, je le sens. Allô? Non, mais c'est des traditions, de toute façon, ça c'est pas forcément complètement perdu, parce que tous les artistes là qui sont au pied de la butte Montmartre à Paris ou au pied de la Tour Eiffel, enfin, à l'époque où voilà, qui font des caricatures et tout ça, ben c'est un peu ça, quoi. C'est les gens issus des artistes planqués un peu dans les quartiers pauvres, et voilà, il faut absolument, moi je dis, leur laisser un peu d'expression à ces gens-là, parce que même si les après-guerres et tout ça, ben il y avait toujours, voilà, tout le monde devait aller bosser pour voilà, remonter le pays, tout ça. Mais s'il n'y a pas les gens
de l'art, du spectacle, s'ils sont pas là pour nous amener un peu de quelque chose de bien dans la vie, ben, finalement, à quoi ça sert, quoi. Donc, ils ont une importance primordiale, moi, je trouve, dans la société. Alors, Les spectacles, les artistes. Alors, tu remarqueras que dans l'entourage de l'artiste qui est en train d'éclore, où son art est en train d'éclore, où un agent le prend sous son aile, il va être materné. Donc, il va être mis sous les projecteurs et malheureusement, cette exposition médiatique lui fait perdre un peu de son âme. Et c'est pour ça que tu as beaucoup d'artistes qui sont éphémères. Parce qu'ils sont pas préparés à affronter le monde. Et donc, les galéristes s'en mettent plein les poches, l'agent s'en met plein les poches, on lui réclame des collections, donc il travaille comme un fou. Et très 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 rares sont les peintres qui sont reconnus de leur vivant, parce qu'ils ont une telle pression médiatique que ça leur vient difficile pour eux après de refaire une autre collection ou de refaire une œuvre authentique. Bien souvent, quand ils sont mis en exposition, les artistes, ils perdent cette touche d'innocence qu'ils avaient. Et ils ont besoin, donc le luxe et tout ça, c'est pas dans leur tête, ça marche pas comme ça dans leur tête. Si vous êtes artiste, vous le savez. Et donc toute cette rigidité juridique, fiscale et sociale, tout ce déhanchement, ce changement de vie lui font perdre un petit peu de son œuvre régulièrement. Et c'est pour ça qu'on a des artistes qui s'éteignent. Un écrivain qui arrête d'écrire, un peintre qui arrête de peindre, un designer qui ne fait plus, qui n'arrive plus à produire. Ça provient de l'entourage des nantis qui veulent absolument sécu. Et moins il fera quelque part, c'est vicieux, c'est déroutant. Et oui, c'est même vicieux parce que moins l'artiste fera de toiles, moins il fera d'œuvres, plus il sera coté, parce que moins il y aura d'œuvres chez lui sur le marché. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi du marché. C'est-à-dire qu'un artiste, plus il est prolifique, moins il est rentable. Il vaut mieux une toile tous les 10 ans qui va exploser qui va être bankable, qui va sortir, qui va générer un flux financier phénoménal, plutôt qu'un artiste qui sort une toile par an tranquillement à son rythme et qui lui va mener son petit bonhomme de chemin. Et donc ça n'intéresse pas les spéculateurs, ça n'intéresse pas les vendeurs, ça n'intéresse pas les collectionneurs, parce que s'il y a trop d'œuvres sur le marché, ça va faire chuter sa cotation. Et automatiquement, il sera moins rentable et donc il va retomber dans l'oubli. Et il y aura aucun, et c'est comme ça qu'il finira dans la misère et qu'il retournera d'où il vient. C'est ce qu'on appelle l'effet bouchon. Alors ça, c'est le côté, moi qui m'attriste et malheureux, quoi, du côté artistique, parce que j'ai vu des gens faire des toiles qui, au bout du compte, elles coûtaient, le prix qu'ils en demandaient, ben, c'était juste le prix, voilà, des matériaux utilisés. Et quelque chose était couché d'émouvant, d'artistique, quoi. Donc, c'est un peu aussi tu sais, à double tranchant, il faut bien manger. Donc, pour manger, on prend les commandes du coup, on devient un artiste sur commande, mais dans ce cas-là, c'est plus de l'art, c'est de l'artisanat. Voilà, c'est de l'artisanat. Et une fois que l'artiste il a perdu son innocence, c'est-à-dire qu'on l'oblige à produire une collection, je sais pas, de 25 toiles d'un coup, parce que le galériste machin qui est situé dans le quartier du 8e arrondissement, il veut absolument rentabiliser sa galerie à l'année. Et ben le pauvre garçon ou la pauvre fille, je veux dire le pauvre artiste, il se retrouve au milieu de gens qui en ont rien à foutre. Eux, ce qu'ils voient, c'est que ça va augmenter leur patrimoine et que ça va faire baisser leurs impôts. Il faut bien que vous compreniez qu'on est dans une société de cruauté. Et donc l'artiste, il faut le protéger parce que c'est lui qui arrive encore à nous donner un petit peu d'émotion. C'est lui qui nous fait passer son rêve, c'est lui qui nous fait passer ses sentiments. Et ça, c'est très douloureux. Quand un artiste capote, je peux vous garantir que ça fait mal.
C'est dommage. C'est un peu de liberté qui s'en va encore. La liberté de rêver, elle s'en va encore un peu plus. Mettre son rêve sur un dessin, mettre son rêve dans des couleurs, faire passer son mal-être, faire passer son bien-être, faire passer son message, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et moi, c'est quelque chose qui m'émeut toujours quand je vois vous savez, les gens qui dessinent à la craie je m'arrête et je regarde. J'ose pas prendre de photos, mais j'ai envie de lui dire, signe ton œuvre, prends une photo, enregistre-la, ça peut peut-être te rapporter. Mais j'ose même pas dire ça, parce que je veux pas le déranger dans son travail. Peut-être que j'ai tort. J'ai vu des artistes dessiner à main levée, des silhouettes, des portraits, etc. Je suis paralysée, je regarde, il y a tout un tas d'émotions qui m'enveloppent, etc. Mais puis après, je prends mon chemin parce que j'ose pas lui dire petit, protège-toi, parce que je suis pleine d'émotions. Je pars avec une partie de son émotion qu'il m'a transmise, et puis je trouve ça merveilleux de savoir faire ça. Parce que moi, je peux pas faire ça, hein. Et quelque part, je trouve ça émouvant. Mais d'avoir tous ces parasites autour de lui, j'ai assisté quand on avait des chefs d'entreprise qui organisaient des expositions d'artistes dans leurs locaux parce qu'ils avaient trop d'impôts sur la société à payer, donc pour faire baisser la cotation de leur impôt sur leurs bénéfices. Parce qu'ils voulaient un petit peu de dividendes, eh ben, je trouvais ça dégueulasse de faire rêver un artiste, parce qu'en fin de compte, voilà, l'art de ce côté-là, c'est comme les licenciements boursiers, l'art de ce côté-là, ça me fait beaucoup de peine. Je trouve quelque part une violation. Je trouve quelque chose de vicieux, je trouve pas ça sain. Ce dont tu parles là, les gens qui font, c'est de l'art éphémère, tu sais, dans la rue, ouais, la craie, avec des trucs super, Ouais. illusion d'optique, mais c'est Mhm. clair, ils nous font des trucs magnifiques, mais ces gens-là, Ouais, ils n'ont pas la notion d'aller protéger leur œuvre ou quoi que ce soit, quoi. Ils je sont sais. limite en train de taper la manche, en fait. Enfin, Ouais, je sais, je sais. Alors que il suffit, donc si vous en rencontrez, dites-leur de dater, signer, de prendre une photo. Voilà. Et puis de créer un book, un pressbook. Parce que sur Internet, ça vend très très bien ces trucs-là. Pas cher, mais disons au moins quelque part, c'est pas la pluie qui effacera leur dessin, et c'est pas les pieds des gens qui vont marcher sur son œuvre qui va disparaître, hein. Au moins, il restera une trace. Voilà. Donc ça, c'est ce que. Voilà, je suis tout chamboulée. Non. Il y a des questions ou des réflexions, enfin, non, juste encore pour revenir sur ces gens qui font de l'art éphémère, quoi. En général, ils tirent plutôt bien à leur épingle du jeu, quoi. Après, il y a un autre truc aussi, c'est le land art ou je sais pas quoi, là, tu sais, quand tu fais des petites œuvres avec ce que tu as sous la main et ce que la nature. Ouais. C'est bon, c'est très éphémère aussi. Bon, ça n'a pas. Après, on Ça peut pas. prend pas. Ça prend pas C'est parce que c'est pas spontané. bankable. C'est pas bankable. Tu sais, on a affaire à des hommes d'affaires, on a affaire à des spéculateurs, on a affaire à des gens qui ne veulent surtout pas payer d'impôts et puis faire un investissement. L'art est un investissement. Donc bon, c'est vrai que pour des gens lambda, ce genre d'œuvre c'est intéressant, mais pour qu'est-ce qui fait tourner le marché de l'art? C'est ces gros spéculateurs. Et c'est eux qui cassent tout, hein. Tu parlais de Van Gogh tout à l'heure, son frère s'est jamais intéressé à lui. Il a fallu qu'il tombe malade et qu'il voie le talent que son frère avait, parce qu'il avait un problème dans sa galerie d'art, parce il était en train de faire faillite. Il a exposé les doigts de son frère, il a fait exploser son frère en cotation, mais il en a bien profité parce que Van Gogh, à la fin, il avait besoin de soins, il ne les a jamais reçus, hein. Donc il y a ça aussi, hein, il y a la protection de l'artiste, hein, il y en a pas, il y a très très peu de gens qui protègent les artistes. Là, j'estime que c'est un secteur de santé qui est très très, très mal encadré, très 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 mal au niveau de la loi, donc loyauté. Je trouve que
Il n'y a rien de ce prévaut. Un artiste, il peut être jeté en prison, il peut être mis au tribunal, mais en aucun cas, son œuvre n'explose pas en pleine lumière par rapport auprès de ces gens-là, malheureusement, il n'existe pas. Et c'est ça qui est terrible. On pourrait presque te donner un exemple, quoi. Enfin, c'est un artiste, à sa façon de, c'est quand même un artiste, on peut le considérer en tant que tel. Et ben, la société, les systèmes, les lois, les dogmes, fait que finalement, eh ben, cet homme n'a plus le droit de parler, quoi. N'a plus le droit de parole, n'a plus le droit de citer. Voilà, parce que c'est les idées dérangent. Tout à fait. C'est quand même, moi, je le considère plus comme un artiste qu'un homme politique. Donc, tout à fait. C'est très délicat pour un artiste, un créateur, hein, qui par sa pensée et puis par son émotion te transmet quelque chose. C'est très difficile. Il y a toujours des gens qui vont interpréter de travers et puis qui vont le montrer du doigt et d'autres qui vont l'encenser. Et puis en plus, il y a aussi le courant de pensée qui traverse actuellement. Aujourd'hui, tu es un monstre, demain, tu vas être adulé. Donc il y a ça aussi. L'être humain, il est comme ça, il suit les courants de mode et puis l'effet de foule et ça c'est vraiment pas bien. Un artiste, il faut le laisser prendre son œuvre par la main, la présenter, mais en aucun cas le mêler à ça. Enfin, c'est mon avis personnel, hein, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Il y a trop de dégâts dans ce milieu, il y a trop de talents qui sont gâchés parce que on leur met une pression qu'ils sont pas capables de gérer. Hein. Ben ça, je n'avais pas vraiment conscience que c'était beaucoup lié à la spéculation finalement, pour qu'aujourd'hui un artiste en devenir puisse faire sa place dans la société. Ben voilà, il doit fonctionner avec des gens qui vont miser sur eux finalement. Enfin, c'était peut-être pas ce qu'ils espéraient au départ, mais on est obligé d'en passer, quoi. Il est par là parce qu'il faut bien manger. Donc, et quand tu vois qu'un Fabius ou un Jack Lang, il met pour une œuvre d'art achetée chez un commissaire-priseur, hein, ce qui est encore différent, quand une œuvre achetée, elle est exonérée quasiment à 90% d'impôts. Une toile que tu vas payer 1 million, le mec, il n'est pas imposé, quoi. Ouais, derrière, il y a tout ça, c'est ça aussi, mais ça permet voilà, aux petits artistes en devenir de vivre et d'exister, quoi. Au moins qu'il reste ça, parce que il y a quand même 30 ans, c'était autre chose, c'était plus ouvert à ce niveau-là. Et les choses se ferment. On voit bien que notre société, elle tente à nous robotiser, quoi, faire de nous des machines-outils, et point barre. Donc, quelle est la place d'un artiste dans une telle société, quoi? C'est difficile, à moins de retourner au Moyen-Âge, on appelait ça des troubadours, où ils amusaient la galerie parce que à l'époque ils étaient plus respectés parce que ils venaient chanter, ils venaient déclamer des poèmes, ils venaient faire le portrait, donc à l'époque ils étaient respectés puisqu'on avait besoin d'eux. Aujourd'hui, tu rentres pas dans le moule, pof, t'es éjecté, t'as ton RSA et puis fais-toi oublier. Voilà. Voilà, on est dans une société qui ne donne pas place aux rêves. Tout est fait pour ça, hein. Et c'est pour ça qu'il y a une telle construction juridique, fiscale, sociale et psychologique pour dire que un artiste, après tout, c'est pas réservé. Les gens n'ont pas les moyens de s'offrir une toile à plus de 1500 €. Donc, tous ceux qui sont en dessous, on les sort du second marché. Parce que tu sais, il y a un top 10 des catalogues. Hein. La toile, c'est celui qui a du fric qui l'achète, mais derrière, c'est exposé, ça transmet toujours une émotion. C'est pas que ça, quoi. Il n'y a pas que le côté mercantile et rentable, j'espère. C'est-à-dire que quand tu sais, quand tu vas au musée, tu vois pas de toile d'artistes débutants. Quand tu rentres dans une galerie, tu as l'impression, dans certains quartiers, dans certaines villes, tu rentres dans une galerie pour découvrir un artiste, tu t'aperçois que qu'est-ce que tu fais là? On te regarde de travers parce que t'as pas la fringue du magasin qui a pignon sur rue, place Vendôme, et donc tout ça, ça met très très mal à l'aise. Tu vois un couple, avec des gamins qui viennent, je sais pas moi, de
de Castres qui montent, qui rentrent dans une galerie, tu penses bien qu'ils vont être regardés de travers. Hein. Il y a aussi le regard de l'autre hein, qui empêche les gens d'accéder à l'art. Ouais, et je voudrais dire un truc, je sais pas si vous avez remarqué, dès que ça touche au divertissement, à l'art, à la création, machin, tout est fait pour mettre des bâtons dans les roues à ces gens-là. Ils font dessiner, regarde les intermittents du spectacle, si tu crois en n'importe quoi, attends, ils doivent faire, avant c'était 43 dates dans une année, sachant que tu as 52 semaines dans l'année. Ils sont obligés de faire un concert par machin, sinon ils ont que dalle, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Ils mettent tout pour qu'on arrête le divertissement, en fait. C'est fini. Mais bon, c'est le comité que du... Tu parles du Covid, tu parles des mesures contre le Covid. Donc, tu sais ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'en confinant les gens, ils ont confiné les artistes et les artistes qui vivent de ça, hein, de leur métier, de leur art, eh ben, ils ne peuvent plus produire et donc on les oublie. Parce qu'on a une mémoire qui permet de sélectionner. Et donc, on ne peut, là, ici, on a les heures médiévales tous les ans où tu as les troubadours qui viennent, tu sais, comme à l'ancienne, à l'époque du Moyen-Âge. Eh bien, tout est annulé, alors que tu avais des gens qui se... Là, cette année, on devait avoir les garçons bouchers qui devaient venir. Ben, c'est annulé. Et en tant que je n'ai pas vu, moi, en concert, les garçons bouchers, on a des troubadours qui viennent déclamer des poèmes, et ben on les entendra pas cette année. Enfin voilà, tout est fait pour que on n'ait pas accès à l'art. Et le confinement, pour moi, j'en veux à cause de ça, parce qu'on est privé de plein de choses naturelles, quoi. Bah, c'est tout à fait ça, Agnès. Hein. Moi, je suis dans un petit village de 4500 habitants. Quoi, Agnès, est-ce que, puisque bon, Philippe a raison, hein, sur les bâtons dans les roues des artistes, est-ce que tu as entendu parler de l'exception de Panorama votée en 2016 ? Non, tu m'expliques. C'est intéressant et que je t'écoute. En janvier, il y a la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale qui a voté une exception de Panorama contre les architectes et les sculpteurs. C'est-à-dire que dès l'instant qu'ils exposent dans l'espace public ou pour une publicité, ils sont dépossédés de leurs droits d'auteur. Ah oui, ça rentre dans le domaine public, alors que normalement, c'est absolument faux. C'est-à-dire que... Mais s'il faut ça, ils vont l'étendre à tout le monde. Ils vont l'étendre à tout le monde, ça va être terrible. Ça a été voté par 8 voix contre 7. Ah, purée. Et rappelle-moi, il y a combien de députés? Purée. 8 voix contre 7, hein. C'est-à-dire le nombre de salopards qui étaient là ce jour-là, ils ont dû voter ça la nuit. Ouais, à 3h du matin, comme d'hab, on est habitué maintenant. Alors, attends, je vais regarder. Panorama. C'est l'exception de Panorama qui a été votée. Et normalement, il y a des organismes comme la DAGP et tout ça qui ont essayé de s'opposer, ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire du tout. Tu te rends compte, ça veut dire que c'est la violation du droit d'auteur, hein, direct, hein, ni plus ni moins. Hein. Et je reviens sur ce que tu disais, Agnès, en parlant de mon petit village, là, c'est très médiéval et tous les étés, tu as un week-end qui est complètement repas médiévaux, défilés de chevaliers, spectacles. C'est super, hein, j'adore. Ouais, sauf que cette année, je rejoins ce que tu évoquais, aucune fête dans le village, ça faisait l'attraction franchement dans toute la région, que l'on soit de Foix ou d'ailleurs, on venait ici, et puis cette année tout a été foutu en l'air, festival de jazz manouche pareil, 3 jours de fête, tout a été foutu en l'air, quoi. Ouais, non mais voilà, et le village trinque, et puis des gens, ils n'ont pas eu l'occasion de faire de fête ni quoi que ce soit, donc là c'est vrai que je rejoins ce que tu dis, c'est assez dramatique aussi, quoi. Ça, vous n'êtes pas le Puy du Fou et puis vous n'avez pas de Villiers. Oh ouais, mais alors attends, ça c'est de la discrimination aussi. Attends, le Puy du Fou, il a le droit à 5000 personnes. Et puis ton village, il ne peut pas reçu. Non mais attends, c'est pour ça que cette histoire de Covid, tu vois, j'ai une grosse interrogation en 3D là au-dessus de la tête. Hein. Parce que tu prends le métro, il n'y a pas de problème.
entre midi et 2, tu peux pas aller au resto parce que le Covid, voilà. Par contre, dans le métro, il vient pas parce qu'il a peur du métro. Il a peur. Non, mais attends, c'est n'importe quoi, ça va. Oui, mais Ça, Agnès, tu as raison, c'est la dimension politique de la Covid, c'est pas une dimension sanitaire, mais une dimension politique, parce que le Puy du Fou, c'est détenu par qui? Par De Villiers, Bah, bien sûr. qui a été quémandé et qui a Tout obtenu à fait. gain de cause. Bah, Macron, il lui devait une dette puisqu'il a viré son frère, qui était le général des armées de l'époque. Hein. Ouais, Exactement. Ah oui. Alors, tu sais, il a dit, moi, le petit merdeux, je le casse, et puis il s'est cassé. Hein, et puis l'autre, il est venu en disant, fais gaffe, mon prochain, il t'a tapé sur les doigts, fais gaffe. Non, mais le Covid, il fait partie de la République En Marche. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Carrément. Carrément. Je crois que s'il s'en va, le Covid va le suivre. Tirer la chasse. Ah, là, je te dis ça parce que je suis très en colère. Hein. Mon repas me disait que, regarde, on avait la fête des bistrots qu'on a tous les ans ici. On est dans le Nord, on aime la convivialité. Et puis, tu as des bistrots qui sortent leurs petits vins, petits producteurs et tout ça. Et puis, ils invitent les gens à venir dans leur estaminet, boire un choco avec un petit gâteau. C'est donc les aliments régionaux, le vin de pays, comme le vin de rhubarbe, le vin d'épines, etc. Des vins qui ne sont pas commercialisés. Mais cette année, que dalle, Walou, que dalle. Oh. Puni. On n'a rien cette année. Même la Ducasse qu'on a habituellement, on ne l'a pas. Les forains, ils gueulent. Hein. Ouais, donc c'est du nord au sud, parce que Cristobal, vu où il est situé, son village à Morphée aussi, c'est scandaleux, quoi. Parce que les villages dans la région de Cristobal, c'est magnifique. Il y a la dimension architecturale, médiévale. C'est scandaleux, en fait. Hein. Ben, nous, on est dans la France de Charlemagne, hein, tu sais, on est dans les Hauts-de-France, ouais. On est à 9 km de la frontière belge, et donc rien, que dalle. On a les petits gosses qui passent régulièrement pour chanter dans la rue avec leurs oranges. Et ben non, cette année, c'est fini, les gamins sont même privés de ça. Ouais. Oh, même les matchs de rugby sont annulés ici. Ouais. Ah, par contre, le foot, il tourne, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ah oui, attendez, ils nous mettent à disposition, on va équiper les Olympiques. Bah, pour ça, il n'y a pas de Covid, pour ça, on ne fubier. Tu parles, on n'a pas les moyens de se payer. Ici, la moyenne mensuelle, quand ils arrivent à faire 800 € par mois, c'est le grand maximum. Ouais, ils sont en train de casser tout ce qui est tissu social, économique et tout. C'est flagrant, c'est devant nous. C'est pour ça que je suis inquiète quand même pour l'avenir, parce que je voudrais. Il va falloir, je ne sais pas, il faut qu'en 22, il ne faut pas que ce soit les dernières élections. Donc ça engage que moi, c'est encore une autre histoire. Mais pour en revenir à tout ce qui est. Donc voilà ce que l'art, voilà ce que les artistes nous apportent. Les artistes nous apportent un peu de rêve, un peu d'émotion, un peu de sentiment, et nous font rester humains. Ouais. Alors que les spéculateurs, les financiers, nous pressurisent et nous retirent toute belle pensée de soi, hein, et de l'autre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut protéger les artistes. Et j'ai pas la vérité. Si je savais comment on faisait, ce serait bien. Mais quand vous voyez un artiste dans la rue, arrêtez-vous et puis observez son œuvre, parce que c'est toujours agréable. Lui, il y a du monde autour de lui, et puis quelque part, ça renforce le fait de son talent, et puis ça peut l'aider. Ah oui, c'est l'Assemblée, ça. Oui. Ah ouais. J'adore celle-ci. Voilà, donc on est dans le paysage artistique, et être un artiste aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Je crois que c'est encore plus dur qu'au 18e, au 19e siècle. Je crois que c'est encore plus difficile. Bon, on peut se demander dans le futur, finalement, qu'est-ce qui restera de traces des gens, un peu, voilà, des artistes de notre époque. Tout ce qu'il n'y en a pas, du passé, il en reste. On peut penser à des Mozart, à des Van Gogh, à des, je sais pas, enfin, voilà, des artistes connus. Mais aujourd'hui, notre société, notre civilisation intemporelle, qu'est-ce qu'elle va laisser pour le futur, franchement? On se rappellera de Bill Gates, de Steve Jobs, de gars comme ça, quoi, finalement. On aura oublié Boris Vian, on aura oublié
Léo Ferré, on aura oublié Jean Ferrat, on aura oublié Bert Silva, on aura oublié tous ces grands noms qui ont fait toutes les valeurs, toutes ces Piaf. Peut-être pas Piaf, peut-être qu'on l'oubliera pas. Mais dans l'avenir, déjà on nous efface beaucoup d'histoires, on nous efface, oh, il nous restera les pommes. Il nous laissera les pommes. Bah, disons qu'Agnès, tu sais qu'en ce moment, il y a un courant qui prend un peu place et c'est inquiétant. C'est que tout ce qui est art des années 50 et 60 est considéré comme franchouillard. Ouais. Et moi qui suis sur le circuit des fêtes médiévales, de plus en plus de fêtes médiévales se font fermer parce qu'on attribue ça à l'extrême droite. Et comme tu as en plus un président qui prétend qu'on n'a pas de culture, la France n'a pas de culture, imagine Agnès un peu ce qui va devenir notre culture. Lima est inquiet, mais il a raison. Il a raison d'être inquiet parce que avec un président et donc tous ces pantins là qui estiment qu'on n'a pas de culture, qu'est-ce que tu crois qu'il va devenir de notre culture? Ouais. Bah, tout ça parce qu'une certaine blonde se revendique la fête de Jeanne d'Arc tous les ans. Allez, crac. Donc les pro-chevaliers, on les dégage. Ouais. Voilà. Donc, tu te rends compte qu'au niveau artisanat, il y en a de moins en moins des artisans, de moins en moins. Je parle des artisans menuisiers, des artisans, tu sais, les artisans qui font de la pierre sculptée, etc. Pas le plombier, pas le garagiste, parce ils ont un statut d'artisan. Mais je parle des artisans d'art, c'est-à-dire ceux qui arrivent à réparer un mur du 8e siècle ou du 15e siècle. Qui font le patrimoine, ceux-là, oui. Ceux-là, ils sont en train de disparaître, hein, parce que ils ferment les centres les uns derrière les autres. Hein. Et pas seulement. Moi, je suis infographiste illustrateur. Je faisais des fresques murales un peu partout, dans des restaurants, chez des cabinets d'avocats, des belles fresques murales, quoi. Maintenant, c'est impossible d'en placer une. Parce que la vie est tellement devenue chère, enfin pas la vie, tu peux pas proposer, je peux plus proposer des choses comme ça, les gens n'ont plus les moyens. Et mon métier en tant qu'infographiste, je pouvais en vivre avant. Je te parle de ça il y a 10-15 ans, quoi. Et petit à petit, un peu à cause aussi de l'internet, parce que maintenant, je te donne un exemple pour faire part de mariage. T'as un copain qui est venu me voir, qui allait se marier, il m'a dit Chris, est-ce que tu veux le faire? Ok, mais en général, les gens, pour faire part de mariage, tu vas sur Internet et c'est tu tapes sur Vistaprint, t'en as pour. J'ai fait faire des flyers parce que mon chien s'est perdu dans la nature. Elle est en cavale, j'ai un club qui est en cavale. Et bien écoute, les 500 flyers couleur en dimension rigide, cartonné, brillant, imprimé, avec qui fait un B5. Je les ai payés 28 € pour inclus, en express chrono. Hein. Ouais. Moi, je t'avoue que ça a tué mon métier, quoi. Oui, ça tue. Ah ouais, non, plus. Même vendre des toiles, j'ai déjà exposé ici, dans le Patelin ou ailleurs. Qui va mettre 500 balles, 600 balles pour une toile, quoi. Non, malheureusement, il faut que tu chopes un galériste et que tu marches en main, voilà. Si tu as les restaurants, on en parlera tout à l'heure où on peut exposer ses œuvres, mais c'est pareil, les gens ils disent attends, 500 € pour une croûte, il n'est même pas connu, je pourrais même pas déduire mes impôts, paf, voilà, c'est tout, parce que mon impôt il est magique. Hein. Il y en a déjà pour plus de 100 € entre la toile, les peintures, et on compte même plus le temps passé et la passion. Exactement. Dedans, quoi, tout à fait. C'est pour ça que et le statut que tu vendes ou que tu vendes pas, tu payes. Il y a un exemple que je cite souvent. Le garçon, il a fait un chiffre d'affaires de une vente de 5 000 € pour l'année. Il est taxé sur 9 000 €. Et ça, c'est pas normal. La seule excuse qu'ils disent, c'est que vous êtes pris en charge à partir du 1er euro. Bah oui, mais enfin, payer des cotisations. Oui, mais on établira dans 2 ans. Bah oui, mais en attendant, moi, je ne peux pas être taxé sur 9 000 €, alors j'en ai fait que 5 000. Ça, c'est le problème aussi des artistes. Mais tu parles d'une personne qui a affilié un organisme comme... moi, je suis inscrit à la Maison des artistes. Ah bah tous les artisans, hein, tous ceux qui sont à la Chambre des métiers, ils ont le même problème. Hein. Ils servent de banque à tous ces gens-là. Hein. Ils sont taxés 2 ans d'avance, hein, et on régularise 2 ans après. Un peu comme l'URSSAF, quoi, une belle escroquerie. Pareil.
Pareil, le RSI, tout. Là, il met ça, tout le monde. C'est pour ça que Ouais. nos paysans, ils n'y arrivent pas. C'est pour ça que nos artisans, ils n'y arrivent plus. C'est pour ça que nos artistes, ils n'y arrivent pas non plus. Mm. Voilà. Tant qu'ils ne rentrent pas 128 000 euros par an, ils ne s'en sortent pas. C'est ça. Parce que la cotisation, elle est bloquée sur 3 plafonds de la Sécu. 3 plafonds de la Sécu, c'est quoi? Allez, on va dire le plafond il est à 3200 200 et quelque chose. Donc, tu comptes 3 fois 3000, ça fait 9000. Bon, tu fais 128 000, tu t'en sors bien. Bon, t'es taxé sur 15% de tes bénéfices plus 34% pour la retraite. Bon, il t'en reste. Mais quand tu gagnes 5000 euros, tu es taxé sur 9000 euros parce qu'il faut 900 heures du SMIC pour ouvrir les droits quand même. Donc, t'imagines que c'est pas possible. En fin de compte, donc, tu peux pas vivre de ton art. Tu peux pas développer ton art parce que tu as la pression financière, il te faut un boulot à côté. Excuse-moi, quand tu bosses à côté, tu as beaucoup de mal à te concentrer sur autre chose après. Hein. C'est vrai. Surtout quand tu fais un boulot, un boulot alimentaire. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça demande beaucoup d'investissement, comme je t'entendais au tout début du live, avant que je parte conduire des amis chez eux, quoi. Tu posais la question, est-ce qu'il y a des artistes ici? Parce que les artistes mettent bah, j'ai trouvé ça très juste, hein, une partie de leur âme dans ce qu'ils font, quoi. Quand tu rentres, moi quand je rentre sur une toile, bah c'est chaud, quoi. Tu vois, mais je vais faire une toile, j'ai fait un noir et blanc bon, il y a quelques temps, quoi. Ça m'a demandé presque un mois de travail, quoi. C'était une commande pour un pote. Et un mois de travail à raison de 5-6 heures par jour, tu vois. Et bah oui, ça demande vraiment de la concentration, il faut être au calme, enfin c'est pas n'importe quoi, quoi. Je veux dire, Oui, tout à fait. Il y a des conditions d'éclairage, il y a des conditions et puis des conditions psychologiques, parce qu'il y a des jours où tu es moins performant que d'autres, et malheureusement, on ne peut pas quantifier la pensée, on ne peut pas quantifier l'émotion, on ne peut pas quantifier le sentiment. Donc tu peux faire un croquis, non les croquis ça paye plus, et tu peux faire une toile à main levée en 20 minutes, et puis il y en a une où tu vas mettre peut-être 2, 3, 4 ans. Ouais. Et c'est peut-être celle où tu as fait un truc à main levée qui va te faire sortir de l'ombre, et les autres jamais. Jamais, parce que tu n'as pas rencontré le bon regard de la personne qui te met le pied à l'étrier et qui te permette d'être exposé dans une galerie avec pignon sur rue en ameutant tous les spéculateurs qui veulent pas payer d'impôts. Parce que eux, ils sont aussi des couvreurs de talent, et donc tout ça, ça demande un réseau. Ça demande un réseau. Exact. Et sans réseau, l'artiste, il peut pas s'en sortir. C'est pas du pessimisme, c'est de la réalité. Hein. Oui, En tant qu'un réviseur, je peux te dire que j'ai vu des choses qui te font froid dans le dos. Hein. Le dépôt de bilan, ça ne concerne pas que les chefs d'entreprise, ça concerne aussi les indépendants qui vivent de leur talent. Hein, qui vivent de leur talent. Allez, bon, à l'époque des troubadours. Ouais. J'aimais bien, moi, les ménestrels, j'aimais bien tout ça. J'aime bien les vieux films. Mais donc, pour en revenir, quand on se déclare, pour en revenir au débat, malheureusement, on est obligé de respecter des règles, et les règles, elles enfreignent le développement de l'activité. Hein. Voilà. Oui, exact. Donc, la définition, tout d'abord, il faut d'abord savoir ce qu'être artiste veut dire, avant de se pencher sur le statut d'artiste. Hein. Artiste, auteur ou créateur, c'est-à-dire les artistes qui produisent des œuvres originales ou uniques. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la copie de toile, c'est pas un artiste. Bah, écoute, créateur d'objets matériels, d'éléments immatériels. Oui. c'est discutable, Agnès, parce que je vais te parler par exemple de l'hyperréalisme. L'hyperréalisme, c'est une copie généralement. Hein. Quand tu travailles un paysage ou un portrait et que tu tapes dans l'hyperréalisme, il y a un côté artistique à savoir le réaliser, à savoir le faire. Alors, c'est pas forcément une copie, tu vois. C'est vraiment je te parle de un la travail de copie. repos.
Je te parle de la copie pure et simple, pas celui qui va copier une toile et et faire passer son émotion dedans. Je te parle de celui qui recopie à l'identique une toile, ce qui est fermement très très difficile. Hein. C'est très très difficile. Donc l'œuvre, elle doit être originale et unique. Hein. Ça, quelquefois, il y a un trait qui change, la couleur est pas tout à fait la même. Suivant la perspective, tu la regardes, la profondeur, tu la regardes différemment. Et c'est l'expert qui dira si c'est une œuvre originale et unique et tu auras le statut d'artiste reconnu. C'est ce qui permettra de rentrer dans le top 5, enfin dans le top 10 le catalogue des artistes qui sont en cotation parce que tu montes aussi vite que tu redescends dans ce monde de requins. Donc, des éléments immatériels tels que tableaux, photos, sculptures, œuvres d'art plastiques ou graphiques, mais aussi des œuvres musicales, audio, vidéo ou encore cinématographiques. Tandis que les producteurs d'œuvres manufacturées identiques, même en série limitée, ne sont pas des artistes. Voilà. Donc, quelqu'un qui fait, par exemple, je ne sais pas, qui construit une épée, il en fait 10, c'est pas un artiste. Il en fait qu'une seule, il est artiste. Les bijoutiers joailliers ne sont pas des artisans d'art ou de luxe, ils ne sont pas des artistes, mais des artisans purs et simples qui s'inscrivent à la chambre des métiers. Alors qu'un joaillier, il crée son bijou. Il va créer, le ferronnier va créer son portail. Mais ce ne sont pas des artistes. Ce sont des artisans. Voilà. Ouais. Parce qu'ils transforment une matière existante. Un diamant, ils le taillent, ils en font une pièce unique, on va dire une pièce unique ou une pièce en série limitée, mais ce n'est pas un artiste parce que ça ne provient pas de lui. Ce n'est pas lui qui l'expose, c'est une matière qu'il prend, qu'il transforme et qu'il repose. Après, il reste les interprètes ou les artistes de spectacle vivant, chanteurs, comédiens, acteurs, etc., qui, eux, ont un statut d'intermittent. Voilà. Donc, le régime des auteurs, on l'a vu. Donc, après, on a les activités qui relèvent de la sécurité sociale, c'est-à-dire de la GESA, et les autres qui relèvent de la maison d'artistes. Alors, la GESA, ce sont les écrivains, ceux qui écrivent des romans, des scénarios uniques, qui écrivent des poèmes, etc. Une recette de cuisine, non. Mais un écrivain qui pond un roman, un polar ou quelque chose, oui. Un compositeur de musique, un scénariste, un adaptateur de dialogue, un réalisateur. Par exemple, vous prenez un bouquin, vous adaptez pour faire une série de dialogues, pour en faire une pièce de théâtre. Vous êtes à la GESA. Les réalisateurs, parce que comme c'est eux qui réalisent, donc automatiquement, c'est une pièce qui devient unique. Les auteurs de doublage, parce qu'ils réécrivent un texte qui n'existe pas. Les illustrateurs d'œuvres diffusées par voie de l'édition, ainsi que les photographes. Il s'agit souvent d'activités rémunérées par des droits d'auteur. Les activités d'artistes qui relèvent de la maison des artistes sont les peintres, les dessinateurs, donc comme toi, les lithographes, les graveurs, sauf les articles manufacturés, décorés à la main. Eux, ils dépendent de la chambre des métiers, donc du RSI. Les sculpteurs, plasticiens, tapissiers pour les modèles, tirés à 8 exemplaires au maximum. Les fabricants de fresques, mosaïques et vitraux, les graphistes, quelle que soit l'utilité économique ou culturelle des visuels produits, ainsi que les céramistes. Le statut d'artiste, la GESA, comment ça marche? Eh bien, c'est la GESA, vous cotisez à la GESA, et la GESA renvoie à la CPAM. Voilà, tout simplement. Tout simplement. D'accord. C'est la sécurité sociale des artistes. Donc, si ça vous intéresse, j'ai un tableau comment ça marche avec la Sécu, l'assurance vieillesse, la CSG, la CRDS, le CFP. Vous avez 3 déclarations, le BIC, ceux qui sont en salaire et les taux, la prise en charge par l'État, la déductibilité fiscale soumise au précompte. Si ça vous intéresse, on en parlera, mais je ne vais pas vous abreuver de chiffres. Avec les plafonds, je n'ai pas envie de vous abreuver de chiffres parce que c'est assez rébarbatif. Vous n'êtes pas, c'est pas, il faut le savoir, mais c'est pas le but en soi. Ça ne fait pas avancer le débat. Ouais. Et puis, quand vous faites une œuvre qui est totalement terminée, eh bien, vous devez vous déclarer dès la première vente effectuée. Facture à fournir à la maison des artistes dans le dossier d'inscription. Sinon, ils ne peuvent pas vous prendre en charge.
Les artistes ayant perçu au moins 900 fois le SMIC horaire de l'année précédente bénéficient de la sécurité sociale et de la retraite de base pour valider 4 trimestres de retraite. Le taux de charge sociale est de 17,35%. Mais alors, ceux qui s'installent en tant qu'artistes ne peuvent pas bénéficier de l'ACRE. C'est ce qu'on appelle l'abattement lié à l'URSSAF. Quand on s'inscrit, vous savez, pardon? Ouais, l'aide à la création d'entreprises, comme dit Focono. Donc, les artistes n'en bénéficient pas. Ce sont des exonérations de charges sociales qui peuvent aider pendant les 2 ans, mais ça ne marche pas, la Maison des artistes n'en veut pas. Ça ne s'est pas passé. Alors après, vous avez le statut fiscal, parce qu'on n'a pas terminé, hein, il y a ça encore. Alors, soit vous êtes en régime simplifié microbique, donc en dessous de 32 900 € de chiffre d'affaires, le bénéfice équivaut alors à 66% de vos recettes. Voilà. Soit le régime de la déclaration contrôlée, obligatoire au-dessus de 32 900 €. Je parle en chiffre d'affaires, hein, je ne parle pas en bénéfice. Hein. Ici, il faut tenir une vraie comptabilité de recettes et de dépenses pour déterminer le bénéfice réel de l'année. C'est là-dessus que vous êtes taxé. Enfin, il est à noter que la notion d'artiste libre ne correspond à rien de particulier dans la loi. Donc, ce n'est même pas une loi, c'est simplement un statut. Voilà, c'est simplement un statut. Et un statut n'est pas une loi. Bon, après, vous avez la retraite de base des auteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites moins de 9 000 € par an, eh ben, vous n'ouvrez pas droit à la retraite. Hein. Oui, c'est un peu ça. Ah ben oui. Et donc, j'ai vu un message, une personne dans le chat dit qu'elle est auto-entrepreneur, qu'elle reste au minimum pour pas dépasser les seuils. La difficulté, c'est que elle ne cotisera pas assez, donc elle ne pourra pas valider ses points de retraite. Ouais. Malheureusement, c'est le problème de là, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on a autant de personnes qui au moment de la retraite, qui ont des problèmes parce que ils n'ont pas assez cotisé, donc ils ont que le minimum de base, le minima social. Alors il ne faut pas être propriétaire, et il ne faut pas avoir de livret d'épargne, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, il ne faut pas être en couple parce que sinon vous n'y avez pas droit. Voilà. Donc, voilà, un exemple. David a perçu 5 000 € de revenus artistiques en 2019. Son bénéfice majoré s'élève à 5 000 plus 15%. Donc, en fin de compte, il est majoré. Donc, la base va être sur 5 750 €. Comme le barème, c'est 900 fois l'heure du SMIC qui est pris en considération. C'est sur les 9 027 € qu'il va être taxé. Sa cotisation retraite va être calculée sur 9 027 € et non sur les 5 000 € qu'il a gagnés. Voilà. Et ça, je n'ai jamais compris ça, mais c'est comme ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, c'est pareil, hein, c'est quand même… c'est ficelé comme un rôti. Hein. Ah ouais, c'est-à-dire que tout est fait. Donc, ils disent, ah oui, mais faites-vous un complément de revenu, gna, mais dès qu'on a un numéro de SIRET, on est taxé de partout, on a à peine fait une vente que tout tombe. Et puis, vous faites votre déclaration en fin d'année, vous êtes content, vous êtes dit, oh, j'en ai vendu pour 5 000, j'en ai vendu pour 6 000, 7 000. J'en ai vendu pour 8 890, tiens. Ah bah zut, je vais être taxé sur 9 000. Voilà, c'est comme ça. Et on n'y peut rien, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Et ça c'est vraiment injuste. Ouais, comme tant d'autres choses, quoi. Ouais. Oui, parce que vous êtes considérés comme des travailleurs non salariés. Et les travailleurs non salariés sont considérés comme des régimes indépendants et qui doivent gagner en moyenne 123 000 € par an, au minimum. Voilà. Donc voilà. C'est un peu le même phénomène aussi avec, tu parlais des artisans, mais mon beau-frère, il est coiffeur, il est touché aussi un peu par ça. Ouais. La grand-mère à ma femme, restauratrice, je te dis pas la retraite qu'elle a, pourtant elle a bossé toute sa vie. Hein. C'est un peu pareil, quoi. Je veux dire, c'est le même racket, quoi. C'est le même.
C'est un statut, c'est un statut, c'est même pas un statut, c'est un régime qui fait une génération de précaires parce que les personnes elles finissent par abandonner parce que financièrement elles s'en sortent pas parce qu'elles ont besoin de payer leur loyer, elles ont besoin de bouffer, elles ont besoin de s'habiller, elles ont besoin d'acheter leur matériel, leur matière première, et sans compter que ceux qui sont assujettis à la TVA parce qu'ils dépassent le plafond, donc ils sont assujettis à la TVA, donc ils ont des déclarations, ils ont un test stratif à faire, que écoute, elle est où la place de l'artiste là-dedans? Ouais. Voilà, la question à se poser, elle est où la place de l'artiste là-dedans, quoi? Parce que bon, bien sûr, il peut toujours prendre un agent, un comptable, un avocat, ceci, cela, mais il va les payer avec quoi? Déjà, il n'arrive pas à se payer lui-même. Exact. Là, c'est là où je te dis que le système, il est vicieux, comme tu veux. C'est là où je trouve qu'il y a une discrimination. En fin de compte, les salariés sont mieux protégés, même s'il y en a certains qui sont exploités. Mais il faut te dire que, quoi qu'il en soit, un salarié, s'il a 200 heures 240 heures d'heures de SMIC cotisées, il aura droit à des indemnités maladie, il aura droit à un congé maternité ou paternité, il aura droit à l'accès du travail. Alors que l'artiste, non. Rien. Agnès, je vais te couper la parole 2 minutes. Je ne sais pas où tu en es par rapport à l'heure et la trame de tout ce que tu veux développer, mais je sais que tu vas y venir. Mais il y a une question qui est posée dans le chat. Comment se fait-il que tu payes pour avoir un copyright? Ah ben là, je vais y venir. Non, le copyright, c'est pas une obligation de payer. Hein. Ah non, le copyright, c'est toi qui dis, c'est mon œuvre. Après, tu l'as fait enregistrer, donc tu payes les frais d'avocat, tu payes les frais d'huissier, tu payes les frais de notaire, etc. Mais tu verras sur beaucoup de sites ou sur beaucoup d'œuvres, tu as le petit C de copyright qui dit tout droit réservé parce qu'il faut l'accord de l'auteur pour le reproduire. Mais ça, c'est une mention totale, 100% gratuite. Hein. Comment ça, c'est payant? Je voudrais en savoir plus. Elle peut expliquer la personne? Coucou. Il n'y a plus personne. Non, mais je n'ai pas entendu, moi, qui c'est la personne qui a dit que c'était payant. Mais vas-y, continue, développe ton considération. Donc, je n'y suis pas encore, mais non, j'aimerais savoir qui a dit, où il a pris cette information qui est tout à fait erronée. Non, le copyright, il est spontanément toi. C'est-à-dire que toi, tu décides que c'est ton œuvre. Par exemple, je ne sais pas, je me fais un café, c'est le mien, je mets un copyright, personne ne me piquera, c'est à moi. Il n'y a que si je veux le partager avec quelqu'un, oui, mais sinon, il est à moi. Il faut me demander l'accord. Le copyright, c'est gratuit. Ah ouais, j'avais pas vu. Non, il se fait arnaquer. Il y a des sites où je dois payer pour la recevoir. Peut-être qu'il parle tu sais, du commande, du duplicat de comptant. Pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un. C'est peut-être ça qui paye. J'aimerais bien qu'il monte. Hein. Parce que là, non, le copyright, c'est absolument gratuit. C'est une mention tout droit réservé qui est gratuite. Hein, puisqu'elle est spontanément à soi. Tu décides que tes images t'appartiennent, tes textes t'appartiennent, tu ne le prêtes pas sauf accord. C'est ce qu'on appelle du droit de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur. Ah ouais, dis donc, ou alors il s'est fait arnaquer parce que c'est pas possible. Ah oui, ça peut être que ça, hein, parce que ou alors il y a un truc qui est payant, c'est le commande, c'est-à-dire le duplicat de comptant. Tu peux demander à un organisme, tu payes l'organisme par abonnement et lui vérifie sur le net si on n'a pas piqué tes photos, ton texte, si on n'a pas piqué tes vidéos, on les a pas dupliquées sans ton accord. Mais c'est tout, hein, il y a que ça, hein, il y a que ça. En matière numérique, la sécurité, le duplicat de comptant, donc les moteurs de recherche. Ah d'accord, il dit OK. Ça te va comme réponse? Si tu veux en savoir plus, tu me contactes en privé, puis on en discutera. Merci pour ton intervention. Il m'a répondu.
Donc là, donc, on va aborder le droit pur et dur de l'artiste. Maintenant qu'on sait combien ça coûte avant de vendre une toile, qu'on sait toutes les démarches qu'il faut faire, on a estimé le prix de notre toile, on a la première facture qui permet de s'inscrire, on est inscrit à toutes les caisses, etc. Maintenant, on va vérifier quels sont nos droits. Alors, comment je peux protéger mon œuvre artistique sans que ça me coûte trop cher parce que j'ai pas les moyens de prendre un avocat, j'ai pas les moyens de prendre un notaire et j'ai pas les moyens d'avoir un agent. Donc, alors les solutions. Alors, il faut savoir que systématiquement, la loi vous attribue un droit d'auteur sur votre œuvre artistique qui assure sa protection. Normalement, c'est comme ça. Mais, la théorie est vraie. Il n'y a pas de formalité à remplir. Mais malheureusement, vous avez intérêt à protéger votre œuvre si vous ne voulez pas qu'elle fasse des petits. Hein. C'est gratuit. Et vous avez une obligation de le faire. Hein. Enfin, une obligation de le faire si vous voulez éviter de porter plainte pour vol ou contrefaçon. Parce que la première chose qu'on va vous demander, c'est avez-vous protégé votre œuvre? Ah oui, parce que si on veut faire respecter son droit, il faut déjà respecter le droit. Enfin, on tourne en rond. Hein. Alors, donc, on va avancer un petit peu. Alors, quand on tombe par œuvre artistique, donc on sait que c'est une œuvre unique, originale, et qui sort directement de notre esprit. On est d'accord? Donc, ce sont nos sentiments qu'on expose, etc. Donc, il n'y a pas de définition légale. Hein. J'ai cherché, il n'y a pas de définition légale. Le Code de la propriété intellectuelle donne plutôt des exemples comme le roman, la photo, la peinture, la chorégraphie, les logiciels. Pour être reconnu comme une œuvre de l'esprit, votre création doit être originale, matérialisée, c'est-à-dire déjà créée, et non pas être au simple stade de l'idée. Et elle doit carrément dévoiler votre personnalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en discussion avec notre ami. Alors, faut-il accomplir des démarches pour reconnaître, pour pouvoir reconnaître son propre droit d'auteur? Eh bien non, il n'y a pas de démarche à faire. Il n'y a pas de formalité à faire pour obtenir sa protection. Il n'y a rien à faire. Selon le Code de la propriété intellectuelle, vous bénéficiez les pleins droits moraux et patrimoniaux attachés à votre droit d'auteur du simple fait que c'est vous qui l'avez fait. Eh bien, c'est pas aussi simple que ça. Parce que en cas de pépin, eh ben, il faut si vous avez quelqu'un qui dépose, qui va voir un juge et qui dit c'est mon œuvre, il va falloir que vous prouviez l'antériorité, que c'est bien à vous qu'on a piqué l'œuvre. C'est ce qu'on appelle le délit d'antériorité. Donc, comment on peut prouver la paternité de sa propre œuvre? Philippe respecte les droits d'auteur. Donc, vous avez publié vos créations et vous voyez que vous la retrouvez sur un site ou dans un catalogue ou dans une vitrine. Hein. Et là, le juge, vous allez voir un avocat ou un juge et lui, ce qu'il va faire, il va falloir définir les critères d'appartenance, d'antériorité. Et il va définir ce qu'on appelle la paternité. Alors, comment prouver la paternité de son œuvre? On en fait dans le patriarcal. Hein. On a un arsenal de plein de choses. Hein. On a l'envoi d'un courrier en recommandé à soi-même. Alors, attention, quand vous envoyez un recommandé à soi-même, il ne faut pas que vous le décachetiez, hein, surtout pas. Hein. Mais attention, on dit un pli recommandé parce qu'il n'y a qu'un juge qui peut l'ouvrir. Mais attention, l'enveloppe peut être vide. Alors, pensez bien à la notion de pli. Une enveloppe n'est pas un recommandé. C'est un pli qui est recommandé. On joue sur les mots. Pour que cette solution constitue un mode de protection valable, pensez à bien coller le bordereau du recommandé sur le rabat donc, du pli, de façon à ce que personne ne puisse vous accuser de l'avoir ouverte. Plus simple encore, la Poste permet désormais l'envoi d'une lettre recommandée électronique.
vous disposez donc d'une preuve informatique. L'enveloppe solo, là, c'est pas compliqué. Hein, vous mettez dans une enveloppe, vous la postez en recommandé avec accusé de réception à l'INPI. Donc, si c'est du papier, vous avez droit qu'à 7 feuillets, malheureusement. Donc, si c'est un manuscrit qui fait 300 pages, ben, c'est compliqué. Créer une formation n'est pas assujetti au droit d'auteur, hein, il faut le savoir. Donc, vous envoyez votre enveloppe solo et l'INPI transmettra l'enveloppe directement au juge qui ouvrira l'enveloppe et découvrira la paternité, la date de paternité. Alors maintenant, comme il n'y a que cette page, vous passez par l'INPI en ligne et là, vous pouvez y mettre jusqu'à 4000 pages. Donc, il faut savoir que avant de vous précipiter à la poste ou vous précipiter à l'INPI physique, voyez si en ligne, il n'y a pas plus d'avantages pour enregistrer votre œuvre. Alors, ça coûte 100 € une enveloppe solo. Hein. Un recommandé, ben, c'est le prix du poids du recommandé plus le recommandé. Hein. Donc, vous avez aussi le dépôt, vous déposez votre œuvre dans une étude de notaire ou d'huissier, parce que ce sont des officiers ministériels, et eux, leur signature, c'est la vérité. Et donc, en cas de problème, ben, ils transmettront l'acte de paternité directement au juge. Et c'est une garantie de 25 années, hein, auquel il faudra penser à le refaire. Ben, vous avez tous les dépôts en ligne, hein, il y a plusieurs sites internet qui proposent de déposer votre création artistique sur leur base de données. Généralement, ils offrent plusieurs formules qui s'adaptent au type d'œuvre, photos, documents, tableaux. Certains d'entre eux couplent même le service avec un eurodatage par huissier de justice. Bon, c'est une centaine d'euros, hein, mais ils sont pas mal, Et puis, ben, vous avez ce qu'on appelle la SACEM, le SNAC et la SQUAM, mais attention, eux, ils vont dire que ils ont bien reçu le document, mais qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est pas bon, hein, ces gens-là. Alors, que risque-t-on si une œuvre n'est pas protégée? Vol pur et simple de votre œuvre, reproduction et copie non autorisée, contrefaçon, vous encourez de nombreux risques en ne protégeant pas votre œuvre artistique. Vous pourriez très bien vous voir accusé d'utiliser illégalement cette œuvre par un concurrent malhonnête qui viendrait ainsi revendiquer le droit d'auteur à votre place et vous faire condamner à lui verser des royalties, voire de vous confisquer votre œuvre et puis que lui se fasse de l'argent sur votre dos. Hein, donc, si vous êtes victime d'une violation, ben, votre droit d'auteur sur votre création artistique, vous pouvez intenter une action au pénal ou au civil. C'est long, coûteux. C'est possible, mais là, vous allez nourrir votre avocat et c'est pas sûr que vous ayez gain de cause un jour. Voilà. Alors, vous connaissez tous, on en a parlé tout à l'heure brièvement, le petit copyright. Bon, ben, je vous conseille de le mettre systématiquement. C'est reconnu dans 180 pays pour ceux qui travaillent à l'étranger, qui exportent à l'étranger leurs œuvres. Eh ben, vous avez 180 pays qui reconnaissent le copyright et ça s'appelle donc les 180 pays qui font partie du common law au Royaume-Uni, aux États-Unis par exemple. Alors c'est un système juridique dont les règles sont principalement édictées par les tribunaux au fur et à mesure des décisions individuelles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que se présente un vice juridique, la personne qui le soulève, c'est automatiquement ajouté à cette loi de la protection de votre œuvre. Voilà, et ça a été signé par 180 pays du monde. Voilà. Alors, copyright, oui. Dont la France, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que le copyright, en fin de compte, il vaut mieux l'appliquer parce que si vous êtes français, que vous êtes à l'étranger, c'est le droit français qui s'impose. Parce qu'ils ont l'accord avec la France. Ils ont signé le copyright avec la France, donc c'est le common law, comme je disais. Donc, c'est le droit français qui s'applique. Si vous êtes anglais, c'est le droit anglais. Si vous êtes allemand, c'est le droit allemand. Hein, voilà. Parce que, donc, en France, on a le problème vous savez, les gens qui travaillent en brevet, qui travaillent, qui pondent des logos, qui dessinent des croquis, etc. Non, si le chef d'entreprise n'a pas protégé son entreprise, il ne peut pas faire signer une clause à son salarié
au titre du droit d'auteur. C'est pour ça que vous verrez dans les contrats de travail, il est tout à fait légal que le salarié qui travaille pour le compte de l'enseigne, enfin de l'entreprise, ne sera jamais intéressé au droit d'auteur. Il ne pourra jamais rien revendiquer. Voilà, c'est pour protéger justement la marque, l'enseigne et chef d'entreprise. Voilà. Donc, dans les pays du common law, cela n'est pas nécessairement, car l'employeur ne sera pas obligatoirement considéré comme l'auteur de l'œuvre. Donc, quand vous êtes salarié dans une entreprise dans un pays qui a signé les accords du common law, méfiez-vous, chef d'entreprise, parce que le common law prévaut sur la loi sur le droit d'auteur. Donc, c'est à vous d'attester en justice. Vous avez créé, je sais pas, moi, vous avez créé la décoration du salon du bureau. Vous l'avez signé, parce qu'il faut pas oublier de le signer quand même. Vous pouvez revendiquer. Le patron sera condamné à vous restituer votre œuvre. Il ne pourra pas la faire sienne. Voilà. Mais par contre, c'est un combat long et tordu, hein, mais c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc, comment faire reconnaître son droit d'auteur français dans un pays du common law? Si votre œuvre est protégée par le droit français, elle le sera automatiquement à l'étranger dans les pays signataires. C'est la règle du traitement national qui s'applique. Voilà, c'est tout. Eh ben dis donc. Ah, ben,